on disait M. Brissette, c'est le coke. C'est comme ça qu'on a connu le coke par M. Brissette, franchement. C'était un des vieux embouteilleurs de la province. Avant que les embouteilleurs disparaissent, là. Il fête le centenaire cette année. Voyez-vous, bien, on remonte à 1911, là. On a le 2/3 de l'âge de Sainte-Agathe. Sainte-Agathe a 150 ans. Nous, on a 100 ans. C'est extraordinaire. On a écrit l'histoire en même temps que Sainte-Agathe. En 1911, à 22 ans, mon grand-père a ouvert son entreprise. Il y a de la joie, avec du coke, la vie est belle, il y a de la... Je dirais un gros pourcentage de la population a déjà travaillé ici. Bon, je dirais, moi, 50 % du monde ont travaillé à M. Brissette de Sainte-Agathe. C'est sûr que ça fait partie de nous. On veut le garder, on veut que ça reste dans la famille. C'est beau, 100 ans dans la même famille. Les employés d'ici venaient me reconduire chez moi pour pas qu'il m'arrive rien dans la cour ici, pour pas me faire frapper par un camion. Ça, c'était l'usine puis l'entrepôt. Puis M. Brissette habitait juste à côté. Ça fait que là, il y avait toujours un œil sur son entreprise pour que tout fonctionne très bien. Moi, ce que je me rappelle personnellement de M. Brissette, c'est de l'avoir connu comme étant un homme d'affaires, un homme de politique aussi, mais toujours avec des principes honnêtes et puis travailleurs. Ça, en quoi il croyait, là, il n'y avait pas de limite. M. Brissette, je pense qu'il était tellement brillant en affaires qu'il avait signé un contrat avec Coca-Cola qui avantageait M. Brissette grandement. On était en 2009, 7 encore au Québec. Maintenant, on est seulement 2. Et j'ai repris 2 territoires d'anciens distributeurs indépendants. On sait que Sainte-Agathe, c'était une ville qui était une ville sèche, où est-ce que la prohibition de l'alcool. Et le curé du temps qui était ici là, mettait beaucoup d'emphase sur ça. Je me doute fort que mon grand-père avait dû avoir un alambic. Et pour être capable de faire de la boisson, il faut du sucre. Pour être capable de passer à côté de la loi sans que personne ne s'en rende compte. Je crois que lui qui a trouvé l'idée de fonder une petite entreprise de boissons gazeuses. Et ça a commencé dans un hangar en arrière de la maison familiale chez lui. Il fabriquait ses propres liqueurs. On m'a dit dans le temps qu'il y avait plusieurs sortes, l'orangeade, du crème soda. Il y avait fraises, framboises, bière d'épinette. Il faisait un genre de ginger ale qui portait un nom Ginger-Aid Laurentien. Et aussi, vu qu'il avait besoin de caustic pour laver ses bouteilles, bien, il vendait de l'eau de Javel aussi. Puis en 1916, il a signé son premier contrat avec Coca-Cola. Il y a de la joie, avec du coke, la vie est belle, il y a de la joie. Quand vous buvez Coca-Cola, dit froid, c'est de la gaieté qui étincelle quand on boit un coke, dit froid. Jeune, on prétendait que c'était lui qui avait fait le coke, c'est qui faisait le coke. C'était ça, le coke, on n'en connaissait pas plus long, là, que c'était une grosse manufacture qui faisait de la liqueur. Là. C'était M. Brissette qui faisait le coke, c'est tout. Comme ma grand-mère nous a dit, c'est que mon grand-père, quand il est allé pour aller signer avec Coca-Cola, on lui a dit on te donne la province au complet. Et là, lui a dit non, je prends cette partie-là. Alors, il partait de la feuille d'érable, boulevard des Laurentides à Laval, et allait jusqu'à Mont-Laurier. Mais la compagnie Coca-Cola n'aimait pas que ses embouteilleurs embouteillent d'autres essences de liqueur. Le contrat lui permettait seulement d'utiliser la machinerie pour embouteiller du Coca-Cola. Et il avait déjà commencé dans la liqueur, c'est ça qui l'a fait continuer. Puis là, je me rappelle, moi, disons, quand il était bien occupé l'été, ça fonctionnait jour et nuit. Moi, j'avais ma chambre juste en face. Fait que je me rappelle, moi, le soir, puis des fois, la nuit, on entendait le cliquetis des bouteilles sur les chaînes de montage. C'est le vrai de vrai, ce que vous désirez, ce que vous recherchez, c'est le vrai de vrai. La livraison se faisait en hiver par chevaux. Pour ça, là, qu'à un certain moment donné, ça avait peut-être le temps de geler à partir de Sainte-Agathe. Il a décidé, lui, personnellement, de trouver des moyens pour être capable d'ouvrir les chemins à compter de Saint-Jérôme. Tout un emploi. Ça, c'était quelque chose qui était irréalisable d'après tout le monde. Ça, c'était tout un contrat parce qu'il avait été acheté des vieilles charrues à la ville de Westmount.
Et puis, il avait loué une terre à Saint-Jérôme, tout près de la route 11, pour faire un chemin temporaire, pour être capable de mettre une barrière et charger. Il n'avait pas le droit de charger sur la route, parce que ça appartenait au Québec. Et puis j'ai demandé à papa, j'avais 12 ans, mais pourquoi qu'on laisse la route pour aller chez monsieur le cultivateur qui est ici, là? Puis après ça, on reprend la route. Il dit, c'est ça, il faut payer en passant. Mon grand-père aurait gagé avec le curé comme quoi qu'il était pour être capable de le faire. Et il y aurait 2 bouteilles de boisson qui auraient été gagées entre les deux. Et mon grand-père a trouvé l'hiver excessivement dur et il avait hâte que ça se termine parce qu'il était en train de faire banqueroute. Et quand ça s'est terminé, il a eu le front d'aller voir le curé puis de lui dire que sa gageure, il l'avait gagnée. Alors, il lui devait 2 bouteilles de boisson. Le curé l'a excommunié en chair le dimanche suivant. Quelques années plus tard, c'est le gouvernement du Québec qui a repris l'ouverture des chemins. Puis à partir de cette année-là, les chemins ont toujours été ouverts l'hiver. Ça a été une de ses réalisations. Et on peut dire que c'était un homme qui était en avant de son temps. Il était au moins 100 ans en avant des autres. Puis M. Brissette, quand tu donnais un ordre, il fallait que ça se fasse. Il ne marchait pas par 4 chemins. Il y avait quelque chose à vous dire, il vous le disait, ou il y avait quelque chose à faire. Il faisait faire, puis il fallait que ça fonctionne. La façon de régler un conflit avec les ouvriers ou les employés était bien différente d'aujourd'hui. Les syndicats étaient bien loin dans le temps. Mon grand-père était quelqu'un qui engageait une journée puis congédiait le lendemain. Quand il se fâchait, le vendredi, il congédiait tout le monde, puis le lundi matin, il cherchait tout le monde. M. Brissette était diabétique, puis ça change le caractère de la personne, hein? Quelqu'un qui est diabétique. Il avait un caractère bouillant. Alors, puis c'était quelqu'un qui était impliqué, lui aussi, socialement. Quelqu'un qui voulait avoir une commandite, il allait voir M. Brissette. Il était impliqué dans la communauté. Il ne pensait pas seulement qu'à lui, il pensait aux autres, beaucoup. Sûrement dans les années 30, la ville de Sainte-Agathe avait un réseau d'aqueducs. Ils sont arrivés puis ils ont commencé à percer pour installer le compteur d'eau. Mon grand-père a dit « Qu'est-ce que vous faites là? » Ils ont dit « Tu prends beaucoup d'eau, fait qu'on veut savoir combien d'eau que tu prends. On va te taxer pour ça ou tu vas payer un petit peu plus. » Fait que mon grand-père a décidé lui de faire venir un sourcier. A fait en plein centre-ville de Sainte-Agathe, a fait vérifier pour voir s'il y avait de l'eau. Il a fait creuser un peu artésien et il a tombé sur une veine d'eau extraordinaire. Il a rappelé la ville pour lui dire « Bon, bien, venez fermer l'eau, j'ai plus besoin de vous autres. » Moi, j'ai connu le puits artésien de M. Brissette. Je l'ai connu un petit peu parce que tout de suite après, quand on a commencé à grossir les formats, on prenait beaucoup plus d'eau et le puits ne fournissait plus. Alors là, on avait été obligé de prendre l'eau de la ville. Puis dans le temps, on ne traitait pas l'eau. Mais en 1966, Coca-Cola a passé un règlement. On était 33 embouteilleurs dans la province de Québec. Puis tout le monde a fallu qu'il s'installe pour traiter l'eau de la même manière tout le monde. Et beaucoup de gens disaient « Le coke est toujours meilleur à Sainte-Agathe », en pensant qu'on était toujours sur le puits artésien. Puis c'est une rumeur, puis une anecdote qui a duré, puis qui perdure encore. Je vous dis que ce coke-là, il était bon. Ben oui, il l'est encore, je pense. Hein? Puis comme je vous dis, là, les gens de Montréal, ils montaient ici puis ils achetaient le coke ici. Ceux de New York qui venaient ici, ils se retournaient avec des quantités impossibles dans les autos. Ça veut dire qu'il faisait un meilleur coke que la compagnie mère à Atlanta. La senteur du sirop de Coca-Cola, moi, je l'ai encore dans la tête. Hein. J'aimerais ça pouvoir aller à Montréal pour aller dans la chambre à sirop pour ressentir ça à nouveau. Ça sentait bon. Il est encore bien bon, le coke. Moi, je bois du Diet maintenant. Dans le temps, tu ne m'aurais pas fait boire du Diet à la place du Coca-Cola. Je suis toujours après rêver, je vends du coke encore, bon Dieu, la nuit. J'aimerais dire
dire à tous les embouteilleurs de Coke classique que je suis très fière de faire partie de votre équipe. J'ai toujours travaillé juste avec des winners. So let's go all the way, Coke.